Bienvenue dans cette séance de soutien de la matière des SVT pour les deuxième année PC BIOF. Ceci est une session qui va couvrir l'information génétique, les lois statistiques mendéliennes, mais aussi l'environnement. Alors le temps recommandé pour faire cette série-là est de 2 heures. Donc si vous le désirez, prenez le temps, mettez la vidéo sur pause, prenez le temps d'essayer de faire justement cette série avant d'écouter la correction. Donc sans trop tarder, on va attaquer. Il y a une première partie qui est une restitution de connaissances. Alors je veux souligner que tous les exercices que je propose aujourd'hui sont issus d'examens nationaux et assez récents. Donc restitution des connaissances, répondez sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Définissez la fécondation. Alors qu'est-ce que la fécondation ? Donc la fécondation, c'est la rencontre, c'est le phénomène de rencontre de deux gamètes, une gamète mâle à N chromosomes, une gamète femelle à N chromosomes, qui vont donner naissance à un zygote à 2N chromosomes. Donc la fécondation, c'est le phénomène au cours duquel deux gamètes haploïdes mâles et femelles fusionnent, donnant ainsi un œuf diploïde. Définissez les termes suivants. L'hybridation. Donc, qu'est-ce que l'hybridation? L'hybridation, c'est la création de l'hybride. Ça veut dire quoi la création de l'hybride? Ça veut dire c'est le croisement entre deux individus ayant des phénotypes différents. Et ce, dans le but d'obtenir des individus ayant les deux, par rapport à un gène, les deux allèles différents. Et donc, c'est automatiquement un individu hybride. L'hybridation, c'est la création de l'hybride, c'est le croisement entre deux individus génétiquement différents par rapport à un gène, afin d'obtenir un individu qui possède les deux versions, les deux allèles, et justement c'est l'hybride. Citer deux rôles de la méiose dans la transmission de l'information génétique lors de la reproduction sexuée. Donc la méiose, elle permet la réduction chromosomique. Ça veut dire quoi? La méiose, elle permet le passage de la diploïdie à la ploïdie. Et ça sera le premier rôle. Deuxième rôle de la méiose, c'est quoi? C'est les différents brassages. Donc finalement, la méiose, elle a comme rôle de diversifier l'information génétique lors de la création des gamètes. Citer l'énoncé de la loi de Mendel. Donc, il n'y a pas 36 000 manières de dire la même chose parce que c'est une loi. Il faut respecter l'énoncé de cette loi. Donc, l'énoncé de cette loi est le suivant. Cette loi-là est appelée loi de disjonction des couples d'allèles et elle s'annonce comme telle. Dans le cas d'un dihybridisme et lors de la formation des gamètes, il y a une disjonction indépendante des couples d'allèles. Donc, je redis. La troisième loi de Mendel, c'est la loi de disjonction des couples d'allèles. Elle s'annonce comme ce qui suit. Dans le cas d'un dihybridisme et lors de la formation des gamètes, il y a une disjonction indépendante des couples d'allèles. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Là aussi, c'est bon. Et là, c'est bon. Tac. Voilà. Comme ça, je ne vais plus avoir de problème. Naissance de texte. Deuxième partie, pour chacune il y a une seule suggestion correcte. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples ci-dessus. Numéro, la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Donc c'est QCM à réponse unique. Premier élément, au cours de la phase G1 de l'interphase, précédant la méiose, chaque chromosome est formé. Donc au cours de la phase G1 de l'interphase, précédant la méiose, chaque chromosome est formé d'une chromatide spiralisée. Non, la spiralisation n'a pas lieu au niveau de G1. D'une chromatide non spiralisée,
Ça, c'est correct. Mais essayons quand même d'aller voir les réponses, les propositions C et D. Au cours de la phase G1 de l'interface précédant la méiose, chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Non, ceci ne se passe que après réplication de l'ADN, que après S, c'est-à-dire que après la phase S, ce qui veut dire pendant la phase G2. De 2 chromatides spiralisées, la spiralisation ne commence encore une fois que rentre vraiment au vif du sujet, c'est-à-dire on rentre vraiment en méiose. Donc, première question, c'est la réponse B. Deuxième question, chez une cellule mère contenant 2 Q d'ADN, au cours de la phase 1 de la méiose, la quantité d'ADN passe de 2Q à Q, de 4Q à 2Q, de 2Q à 4Q, donc ça c'est Q, de 2Q à 4Q, donc ça c'est faux, parce que pendant l'anaphase, on ne peut pas multiplier, on va devoir diviser. On ne peut pas non plus, c'est-à-dire diviser 2 fois, donc D c'est faux, donc il nous reste soit la proposition A, soit la proposition B. Donc si la cellule mère, elle contient déjà 2Q, donc la cellule mère, on a commencé à 2Q. Hein? Avant de rentrer en méiose, nous allons devoir réaliser une réplication de l'ADN qui va nous mener à 4Q. Et puis on rentre en méiose. Première division, on va passer de 4Q à 2Q, revenir de 4Q à 2Q. Et puis deuxième anaphase, c'est-à-dire anaphase 2, anaphase du deuxième croisement, on va passer de 2Q à Q. Et donc, pendant l'anaphase 1, nous allons passer de 4Q à 2Q. Et donc, c'est la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, la réponse B. Troisième item, dans le cas de cross, l'individu de phénotype dominant. Test cross, alors je rappelle, il existe 2 types de test cross, s'il vous plaît, faites bien attention à ça. Le test cross du monohybridisme est largement différent du test cross du dihybridisme. Le test cross du dihybridisme est utilisé pour déterminer la localisation relative de 2 gènes. On va croiser au niveau du dihybridisme, test cross, dihybridisme, croiser un individu dihybride, généralement issu de F1, avec un individu dirécessif afin de voir si les 2 gènes sont indépendants. Dans ce cas-là, vous allez obtenir 4 phénotypes différents avec des pourcentages égaux. Ou bien les gènes sont intimement liés, c'est-à-dire il y a un linkage absolu. Et dans ce cas-là, vous allez obtenir 2 phénotypes égaux. Ou bien les 2 gènes sont liés avec une distance qui sépare les deux. Donc ça implique la présence d'un brassage intrachromosomique, ce qui fait qu'on va obtenir 4 phénotypes avec des pourcentages égaux, pratiquement égaux élevés, et 2 recombinés avec des pourcentages faibles et égaux, encore une fois. Mais là, il nous parle du monohybridisme. Et donc dans le monohybridisme, vous devez retenir la chose suivante. Soit un gène qui présente un cas de dominance d'un allèle grand A, alors que l'allèle petit a est récessif. Si on prend un individu à phénotype grand A, on ne peut pas déterminer, on ne peut pas trancher s'il est de race pure ou bien s'il est hybride. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réalise un test cross. C'est quoi le test cross? On va essayer de le croiser avec qui? Avec un individu garanti race pure. Qui est cet individu? Généralement, sûrement, c'est un individu, qui est de phénotype récessif, donc il est petit a sur petit a. Si on obtient 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 parents sont de race pure, et donc l'individu qui était inconnu est automatiquement de race pure. Maintenant, si on obtient
autre chose que 100%, l'individu A ne peut être dans ce cas-là que hybride. Donc dans le cas d'un test cross, l'individu de phénotype dominant dont on cherche à connaître le génotype, est croisé avec un individu homozygote dominant? Non. Un individu homozygote récessif? Oui. Un individu hétérozygote? Voilà, donc ça, et donc ça aussi c'est non. Et donc la bonne réponse serait encore la réponse B. Alors remarquez, première question B, deuxième question B, troisième question B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez tomber sur des examens où toutes les réponses sont B par exemple. Il ne faut pas se dire, ah, puisque c'était B pour le premier item et B pour le deuxième item, ça ne veut pas être B pour le troisième item, etc. Non, il ne faut jamais raisonner comme ça. Il faut toujours prendre le temps de lire la question, comprendre ce qui nous est demandé et donc éventuellement répondre sans trop dire, voilà, ils ne peuvent pas mettre ça, etc. Dernier item. Dans le cas de deux gènes liés et à l'issue d'un test cross. Donc là, c'est un test cross. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un dihybride fois un dirécessif. Génération composée. Donc deux gènes liés. Les gènes sont liés. Mais on ne sait pas s'il s'agit d'un linkage absolu ou bien il s'agit d'un linkage relatif. On ne le sait pas, on l'ignore. Alors, à part les couleurs, moi je veux la taille. Voilà. Fois petit a, petit b, petit a, petit b. Donc lui, il va automatiquement donner un seul type de gamète à 100%. Et l'autre, soit, il y a deux cas. Deux cas. Soit il va donner 4 gamètes, 2 gamètes parentaux avec des pourcentages élevés, et ça serait grand A, grand B, petit a, petit b, et puis 2 gamètes recombinés, 2 gamètes recombinés avec de faibles pourcentages. Dans ce cas-là, nous allons obtenir 4 phénotypes, 2 phénotypes parentaux avec des pourcentages élevés et 2 phénotypes recombinés avec des pourcentages faibles. Deuxième cas de figure, c'est quand il s'agit d'un linkage absolu. Ça veut dire quoi un linkage absolu? Ça veut dire que la distance entre les deux gènes est nulle. Et donc, si la distance est égale à 0 centimorgan, il n'y aurait pas de gamètes recombinés. On va seulement avoir des gamètes de type parental, voilà. Et donc dans ce cas-là, nous allons obtenir donc, un demi et un demi. Dans ce cas-là, nous allons seulement obtenir 2 phénotypes, parentaux seulement. Voyons voir qu'est-ce qu'ils nous ont proposé. Dans le cas des deux gènes liés, on ne sait pas s'ils sont liés avec brassage ou sans brassage. On continue. Et à l'issue d'un test cross. Test cross, c'est croisement d'un individu issu de F1 généralement qui est dihybride avec un dirécessif. On va obtenir une génération composée de phénotypes parentaux et phénotypes recombinés à proportion égale, jamais. Phénotypes recombinés en proportion supérieure, non. Phénotypes recombinés en proportion inférieure à celle des phénotypes parentaux, c'est la bonne réponse. 100% des phénotypes combinés, ça ne serait pas un test cross. Si on obtient 100%, c'est-à-dire que les parents étaient de race pure. Ceci veut dire que la bonne réponse serait la réponse C. Bien, on passe à la diapo suivante. On continue. Le tableau ci-dessous comporte 2 groupes. Le groupe 1 présente les modifications que connaissent le nombre et l'aspect des chromosomes, alors que le groupe 2 présente quelques phases au cours desquelles ont lieu ces modifications. Copiez sur votre feuille de rédaction les couples ci-dessus et adressez à chaque numéro du groupe 1 la lettre qui lui correspond au niveau du groupe 2.
Donc je rappelle, si vous ne mettez pas la vidéo sur pause, si vous ne prenez pas le temps de faire les exercices, ça ne sert strictement à rien. On n'est pas en train de vous faire apprendre des exercices. On est en train d'essayer d'évaluer ensemble un petit peu vos compétences afin de cerner les lacunes qui existent pour mieux orienter votre stratégie de révision. S'il vous plaît, mettez la vidéo sur pause, essayez de faire l'exercice. Ça devrait vous prendre normalement 2 minutes. Bon, comment calcule-t-on le nombre de minutes adéquat à chaque question? Il faudrait savoir. L'examen national est proposé en 3 heures. Ça veut dire 180 minutes. Pour combien? Pour 20 points. Ça veut dire que chaque 1 point, c'est 20 sur 1, c'est quoi? C'est 9 minutes. Donc 9 minutes, c'est le grand maximum. 9 minutes, c'est pour la lecture, la relecture, la réponse sur le brouillon, la copie de la réponse sur le propre, la révision de ce que vous avez écrit. Et donc normalement, il faut s'entraîner pour essayer de répondre aux questions de 1 point en 4 minutes seulement. Et c'est largement faisable. Vu que vous êtes à l'aise chez vous, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Vous n'écrivez sûrement pas sur du propre, vous êtes en train de répondre rapidement sur du brouillon. Donc voilà. Allez. Je vous ai donné le temps nécessaire pour la rédaction. Donc on va commencer par lire les groupes. Groupe 1, des paires de chromosomes homologues individualisés sous forme de tétrades. Groupe 2, les centromères des chromosomes homologues sont situés de part et d'autre de la plaque équatoriale. Ah, ça nous rappelle quelque chose, ça. Pardon. C'est pas Corona, je vous promets. Chromosomes individualisés à 2 chromatides. Et puis, 4e item, des chromosomes non homologues à une seule chromatide. Chromosome non homologue à une seule chromatide, ça devrait faire partie des deux là. Individualisé à 2 chromatides. Alors, comment on va s'y prendre? Les paires de chromosomes homologues individualisés sous forme de tétrade. Donc, puisqu'on parle de tétrade, ça ne peut être que la prophase 1. Donc, ça, c'est la prophase. Donc, là, B. Deuxième élément, les centromères, chromosomes homologues, ça veut dire qu'il y a encore des chromosomes homologues. Toujours sur 1. Tu es de part et d'autre de la plaque équatoriale. Donc là, ça... Troisième item, des chromosomes individualisés à 2 chromatides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas encore à la tétrase. Hein? Parce qu'ils sont encore à 2 chromatides. C'est la métaphase 2. Donc, des chromosomes homologues à une seule chromatide, c'est la... Voilà. Donc 1B, 2A, 3D et puis 4C. On passe à la diapo suivante sans trop tarder. C'est quoi? National, encore une fois, relatif aux lois de Mendel, lois statistiques de Mendel. On commence par lire. Donc, encore une fois, mettez la vidéo sur pause, grandissez, essayez de faire rapidement les 4 questions. Les 4 questions. Alors pourquoi ça commence déjà par la question 2? Parce que j'ai coupé une première partie. Il faudrait savoir que ceci est issu d'un examen national pour les sciences maths. Mais que vous pouvez, en tant qu'étudiant PC et même en tant qu'étudiant SVT, vous pouvez facilement le faire sans aucun problème. Donc pause, faites l'exercice. Et on corrige. Chez le tournesol, des observations ont permis de mettre en évidence deux couples d'allèles, un couple d'allèles responsable de la couleur des pieds, plante à pieds rouges et plante à pieds verts, et un couple d'allèles responsable de la fertilité ou de la stérilité des étamines.
Monsieur, c'est quoi les étamines? On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. C'est une information qui ne va pas te servir du tout. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que on étudie deux gènes. Le gène de la couleur des pieds, représenté par deux allèles, allèle responsable de la couleur rouge et allèle responsable de la couleur verte. Et puis stérilité ou fertilité des étamines, voilà. Donc, stérilité ou fertilité des étamines. Donc, un allèle sera responsable de la fertilité, un allèle sera responsable de la stérilité. Voilà, aussi simple que ça. Afin d'étudier le mode de transmission de ces deux caractères, les deux croisements suivants ont été réalisés. Premier croisement, de race pure, c'est assez facile comme exercice, à pied rouge et étamine fertile, et des plantes de race pure à pied vert et étamine stérile après germination des graines, on s'en fout. Issu de ce croisement, on s'en fout. Voilà ce qui nous importe. On obtient une première génération formée uniquement, ça veut dire à 100%. Ça confirme que les deux parents sont de race pure, que la première génération homogène et que la première loi de Mendel est vérifiée. Des plantes à pied rouge et étamine fertile. Les deux parents ont des phénotypes différents, ça veut dire et sont de race pure. Ça veut dire que les individus de F1 sont dihybrides, c'est-à-dire hybrides pour les deux gènes. Les individus de F1 ont exprimé l'allèle responsable des rouges. Donc c'est un cas de dominance de cet allèle. Donc rouge, ça va. Donc qu'est-ce qu'on a? On a couleur. Ça va? Couleur, il y a rouge et vert. Rouge, vous venez de déterminer que c'est le dominant. Donc automatiquement, le vert, il va prendre, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre, regardez, utiliser les symboles allèles responsables du caractère couleur. Voilà. Donc, l'autre, il va prendre automatiquement, excusez-moi, je suis en train de diminuer la taille du stylo. Tac, tac, voilà. Le vert, il va prendre petit r. Ça, c'est fait. Deuxième, ou la fertilité des étamines, donc on va mettre seulement étamine. Et nous allons mettre des plants à étamine fertiles. Fertiles, donc individus de F1 qui sont hybrides par rapport à ce gène-là, primer l'allèle responsable des étamines fertiles. Alors, c'est un dominance de cet allèle-là. Il va prendre un grand F, regardez. Il va prendre un grand F, donc fertile. Il va prendre un grand F, alors que stérile va prendre seulement un petit F. Voilà. Donc, deuxième croisement entre les plantes de génération F1 et des plantes à pied vert et étamine stérile. Les plantes de la génération F1 sont des plantes dihybrides et des plantes à pied vert et étamine stérile, donc dirécessifs, petit r et petit f. Ceci est donc un test cross. Ce test cross-là, il a donné deux phénotypes parentaux avec des pourcentages et deux phénotypes recombinés avec de faibles pourcentages. Donc il s'agit de gènes liés avec brassage intrachromosomique, c'est-à-dire que ce n'est pas un linkage absolu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une distance entre les deux. Ça veut dire qu'il y a une distance entre les deux loci. Les deux loci des deux gènes étudiés. Maintenant, j'ai fini mon analyse personnelle des données, plus ou moins globale. Je vais essayer maintenant de commencer à répondre aux questions. En exploitant les résultats du premier et du deuxième croisement, déterminer le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. Alors, j'ai pas mal d'étudiants qui me demandent, monsieur, c'est quoi déterminer le mode de transmission? Déterminer le mode de transmission, c'est assez simple. C'est dire si les gènes sont liés au sexe ou non liés au sexe,
Et comme je le dis toujours, je vais le redire dans cette vidéo, tout gène est autosomal jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire, tant qu'il n'y a pas d'éléments qui insinuent et qui montrent et qui tranchent que les gènes sont liés au chromosome gonosomal, il faut considérer le gène comme étant autosomal. Tout gène étudié est autosomal jusqu'à preuve du contraire, aussi simple que ça. Là, on n'a pas de preuve du contraire. Ça veut dire que ce n'est même pas la peine de dire voilà le gène, il est autosomal. Ça ne sert à rien. Mode de transmission, c'est quoi? C'est dire de quel cas de dominance il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un cas de dominance normale, un cas de dominance létale ou un cas de codominance? Là, on a vu qu'il s'agit seulement d'un cas de dominance normale pour le premier gène responsable de la couleur, mais aussi pour le deuxième gène responsable de la stérilité ou fertilité des étamines. Autre élément, déterminer le mode de transmission, c'est dire la localisation relative des deux gènes. Est-ce qu'ils sont liés l'un à l'autre? Est-ce qu'ils sont indépendants l'un par rapport à l'autre? Donc, les premières informations, vous allez les tirer à partir du premier croisement. L'information, est-ce qu'ils sont liés ou indépendants? J'ai dit dans la vidéo précédente, je le redis, il faut réaliser un croisement entre un individu garanti dihybride et un autre individu. Alors là, l'individu garanti dihybride, c'est le que vous avez déjà démontré qu'il était dihybride lors du premier croisement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? Comment on va rédiger? Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, comme j'ai dit hier, vous devez toujours organiser votre réponse en 3 parties. Une première partie que j'ai appelée introduction, où il suffit de dire s'il s'agit d'un cas de monohybridisme, dihybridisme. Deuxième partie, vous devez parler du premier loi de Mendel, si elle est vérifiée. Troisième partie, vous devez parler du cas de dominance. Ça, c'est le premier croisement. Maintenant, par rapport au croisement, vous devez nous dire est-ce que les gènes sont liés ou indépendants. Comme vous venez de voir, je viens de déterminer que les deux gènes sont ils sont liés avec brassage intrachromosomique. Donc, comment répondre? Vous allez mettre 2 et vous allez écrire. Il s'agit d'un cas de dihybridisme, transmission de 2 caractères héréditaires qui sont la couleur du pied et la stérilité ou la fertilité des étamines chez le tournesol. Donc ça, c'était mon introduction. Deuxième point, à propos de la première loi de Mendel. Donc il va falloir déterminer si les conditions sont là et si les réponses aux conditions sont là. Et on va essayer de vous dire comment écrire. Donc le premier croisement a été réalisé entre 2 parents de phénotypes différents. Ce croisement a donné une première génération homogène. Ce croisement a donné une première génération homogène. Excusez-moi. Voilà. Excusez l'interruption, s'il vous plaît. On va continuer. Donc, j'étais en train de dire les 2 parents croisés en des phénotypes différents. Ils ont donné une première génération homogène. Les parents sont de race pure, vérification de la première loi de Mendel, et les individus F1 sont dits hybrides, c'est-à-dire ils sont hybrides pour les deux gènes. Les individus dits hybrides ont exprimé, en ce qui concerne la couleur, l'allèle rouge et l'allèle fertile en ce qui concerne les étamines. Ça veut dire qu'il s'agit d'un cas de dominance pour les deux gènes
un cas de dominance de l'allèle rouge et de l'allèle fertile, alors que l'allèle vert et l'allèle stérile sont tous les deux récessifs. Et puis vous donnez les symboles et ça sera fini. Deuxième croisement là, entre des plantes de génération. Donc vous devez dire, il s'agit d'un croisement entre un individu dit hybride de F1 et un individu, entre parenthèses, test cross. Ce croisement a donné 4 phénotypes, 2 phénotypes parentaux avec des pourcentages élevés et égaux, et 2 phénotypes recombinés avec des pourcentages faibles et égaux. Donc les deux gènes sont liés avec crossing over, avec brassage intrachromosomique. Bien sûr, avant de dire cela, vous devez calculer quand même les pourcentages de ces différents phénotypes. Si vous calculez, vous allez trouver quelque chose qui va avoisiner les 87. Alors attendez, 2 petites minutes. 97. 2 petites minutes, le temps que je calcule. Donc là, c'est 97,6, ce qui laisse 2,4 à peu près ici. Donc on va quand même essayer de voir ce qu'il en est. Effectivement, c'est 2,4. Donc pour calculer ces pourcentages, j'ai des étudiants de temps à autre comment on fait pour calculer ces pourcentages. C'est très simple, vous commencez par calculer le total et puis vous essayez. Donc j'étais en train de dire comment on calcule les pourcentages. C'est très simple, vous commencez par réaliser l'addition de toutes les valeurs afin d'avoir un total. Et puis vous prenez chaque phénotype et vous le divisez valeur et la divisez sur le total et vous multipliez par 100. Voilà. Donc ça c'était la deuxième question. On va passer en vous basant sur l'échiquier de croisement donner l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement. C'est assez simple. Deuxième croisement, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis donc génération. Donc on a mis l'individu de F1 fois un individu F. Si bien, on peut voir que l'individu F, c'est-à-dire celui-là, c'est automatiquement des deux parents. On est le responsable entre des plantes pures, pied vert et mine stérile, donc c'est le même individu. Donc automatiquement ici, quand on va commencer à répondre, c'est F0 fois F1. Phénotype. Donc phénotype c'est R F fois petit r petit f. On a démontré que les deux gènes sont liés, donc vous allez mettre comme ça et comme ça rapidement. Donc R F petit f et là R petit f. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les gamètes. Donc lui, il va donner un seul type de gamète, 100%, alors que là, on va obtenir 4 types de gamètes. Alors, j'entoure généralement les gamètes
pour qu'ils soient visibles. Il n'est pas impératif d'entourer les gamètes, mais il n'est pas faux non plus d'entourer les gamètes. Je les entoure pour qu'ils soient assez visibles, comme ça vous allez pouvoir suivre sans aucun problème. Tac, tac. Et qu'est-ce qui me manque? Il me manque les pourcentages. Donc les pourcentages, on les a déjà calculés ici. On les a déjà calculés ici. Et donc pour les parentaux, c'est combien? Pour les parentaux, c'est 48,5% à partir des valeurs qui sont en haut. Hein, à partir des valeurs là. 48,5, 49,1. Alors vous vous demandez comment je fais pour avoir rapidement les valeurs. C'est très simple. Si vous faites la somme, de tout ça, vous allez trouver 1000. Donc il suffit de mettre une virgule. Donc 1,3 et puis 1,1%. Qu'est-ce qui me manque? C'est l'échiquier de croisement. Échiquier de croisement, il va se présenter de cette manière. Donc là, on va mettre les gamètes de F0, R petit f à 100%. Et là, on va mettre les gamètes F1 avec bien entendu leur pourcentage RF, donc 48,5%. Et là, petit r 49,1%. Et là, grand R petit f 1,1%. Et là, petit r grand F 1,3%. Et on réalise la fécondation. R F sur petit r petit f, c'est RF. Et le pourcentage, c'est 48,5%. Deuxième élément, c'est petit r petit f sur petit r petit f. On fait un petit r et un petit f. Et le pourcentage est de... Voilà. Troisième élément, grand R petit f sur petit r petit f. Donc R petit f et c'est à 1,1%. Et la dernière case, RF sur RF. Voilà. Donc ça, c'est la réponse par rapport à 1,5 point. Regarde. J'ai vu beaucoup d'étudiants qui ont vraiment peur de ce chapitre. Il faudrait savoir que ce chapitre, il suffit de s'entraîner. Il faut comprendre le cours et il faut s'entraîner. Et il se ressemble énormément. Bon, dans les différentes séries que je vous ai déjà proposées, j'ai essayé de chercher les cas qui sont un petit peu extrêmes, qui sont un petit peu différents, etc. Mais vous devez savoir, la majorité des cas sont très très similaires. Il suffit de s'entraîner. Je ne vous dis pas allez apprendre bêtement les exercices, il faut comprendre le cours. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je le redis, je suis là pour vous. Mais n'ayez pas peur de ce chapitre, c'est un chapitre qui est assez simple. Bon, représentez schématiquement les étapes du phénomène qui a eu lieu chez les individus de F1 responsables des phénomènes obtenus, des phénotypes obtenus en F'2. Donc, F2 ou F'2. Donc, quel est le phénomène? Depuis tout à l'heure, on est en train de parler du brassage intrachromosomique. Donc, pour parler du brassage intrachromosomique, c'est très simple. Vous devez mettre le chromosome. Un chromosome qui va porter
chromosome qui va porter enfin, le premier chromosome qui va porter, excusez-moi, voilà, chromosome qui va porter et un autre chromosome qui va porter. Il faut trouver un moyen pour définir هذا par défaut. Je voulais هذا par défaut. Et là, grand R et grand F, grand F. Ça, c'est la première image. Deuxième image, c'est vraiment le crossing over. C'est-à-dire quoi? Vous devez dessiner votre chromosome de cette manière. Et l'autre de la même manière. Ma petite gomme. Ma petite gomme. Et je recopie toujours RF, R, petit f. Et là, vous allez mettre grand R, grand R, grand F et grand F. Donc ça, c'est la deuxième image. Troisième image. Troisième image. Vous allez les séparer tous les deux. L'autre F, elle est partie là. Voilà, et continue. Là, vous avez petit F. Petit R, petit R, petit F. Et après, c'est comme si la méiose est en train de se faire. Qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner 4 petites images. Ça va vous donner 4 petites images. Donc, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ça, à ça. Donc là, vous allez avoir grand R, grand F. Là, vous allez avoir grand R. Et le grand F se répartit ici. Voilà. Et puis avec le bleu, il faut s'assurer que les chromosomes sont tous de la même taille. Excusez un petit peu l'unité du dessin. Ceux qui me connaissent ça. Et donc là, et finalement, là, c'est notre petit f. Voilà. Donc, là, c'est L. C'est les gamètes Voilà, je pense que c'est acceptable. Je vais essayer quand même de vous montrer. Donc ça, c'était quelle question? Représenter schématiquement, ça c'est la question numéro 4. Donc représentation schématique du phénomène de brassage intrachromosomique. C'est bon? Je vais rapidement prendre une petite gomme. Voilà.
continue. On continue. Qu'est-ce qu'on a aussi? Qu'est-ce qu'on a aussi? Réaliser la carte factorielle des deux gènes étudiés en déterminant les étapes de cette réalisation. Utiliser 2 cm pour 1 centimorgan. Bon, c'est assez simple. Ils nous ont même donné, l'échelle à respecter. Donc c'est assez simple. Premier élément, vous calculez le pourcentage recombiné. Donc calculons le pourcentage des recombinés. Ça a déjà été fait. C'est de l'ordre de 2,4. Si on veut faire une carte factorielle, ça va faire quelque chose qui va ressembler à ça. Et puis vous mettez la localisation et vous calculez donc 2 cm pour 1 centimorgan. Donc 1 cm centimorgan égale 2 cm. Donc 2,4, ça va vous faire 4, quelque chose. Et donc vous calculez tout ça et vous mettez, c'est une question qui est assez simple. Vous venez là, vous mettez R petit r, vous venez là, vous mettez F petit f. Combien on a dit? Et vous mettez un titre bien sûr factoriel, machin. Voilà, ça c'était pour cet exercice-là. Représenter schématiquement, ça a été fait. Réaliser la carte factorielle, c'est bon. Ça c'est l'interprétation chromosomique, donc ça c'est la question numéro 3. Génération, phénotype, génotype, gamète, échiquier. Quatrième question, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et puis, carte factorielle. Et finalement, c'est un exercice qui est assez simple. On passe au dernier exercice de cette série et qui est l'environnement. Donc on passe au troisième exercice qui est l'exercice relatif à l'environnement. Il est proposé sur 5 points. La baie d'Agadir. La baie d'Agadir s'ouvre sur la plaine de Sousse, au sud du Maroc, où s'est développée une agriculture moderne de type industriel. Pour accroître le rendement et protéger les cultures, cette agriculture a été accompagnée d'une utilisation excessive des pesticides, polluants. Ces pesticides ont des effets néfastes sur la santé humaine et environnementale, bien sûr, cours. Et même الناس اللي ما قاريينش الكور راه غادي يقدروا يجاوبوا على هادشي. حيت ساهل. Afin d'évaluer le niveau de contamination par les pesticides dans les écosystèmes de la baie d'Agadir, des chercheurs ont réalisé des analyses chimiques sur des échantillons d'eau prélevés de 2 stations S1 S2. Phénomène des stations S1 S2 S1 هي جات في شنو هي هادشي اللي منقط زون agricole. S1 هي جات في وسط لا زون agricole. شتيها و S2 جات في أنزا ياك أنزا عرفتوها هي هذاك الفيلاج اللي الا غادي الاغرود ولا غادي لهذوك لي بلاج اللي مسمين بالكيلومتراج هذاك البلاصه اللي تيبيعوا فيها البنان راه هي هنا هي البلاصه هادي دونك وحده لا ستاسيون اس 1 كاينه في وسط لا زون اغريكول ولا ستاسيون اس 2 كاينه شويه بعيده على لا زون اغريكول ça va donc ils ont réalisé des analyses chimiques sur des échantillons d'eau prélevés sur les 2 stations S1 et S2, les KENIF document 1. Durant les années 2009 et 2010, les résultats de ces documents, les graphiques du document 2. Je fais une concentration des pesticides dans l'eau en nanogrammes par litre en fonction du temps. Le temps.
Remarque, l'année 2010 a connu des précipitations importantes qui ont favorisé une activité agricole intense. Il y a eu beaucoup de précipitations, ce qui a favorisé une activité agricole intense. D'accord. En exploitant les documents 1 et 2, décrivez l'évolution de la concentration des pesticides. Décrivez l'évolution de la concentration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on nous a pas demandé la station S2. La station S2 hier a dit. Donc je vais rapidement prendre un stylo rouge et montrer sur cette station seulement. L'étudiant qui va aller commencer à décrire l'évolution au niveau de la station S2, c'est automatiquement une réponse qui est erronée. Donc, décrivez l'évolution de la concentration des pesticides dans la station S1 durant les années 2009 et 2010. Donc, que S1. La réponse devrait ressembler à ça. Description de la concentration des pesticides dans la station S1 durant 2009. C'est-à-dire, au début, je vais commencer durant 2009. C'est-à-dire, je divise. Durant 2009, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une... Alors, tac, 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 tac. Alors, suivez. Augmentation progressive jusqu'à 50. Donc, c'est cette petite augmentation. Jusqu'à à peu près 50 nanogrammes par litre pendant l'hiver et la première moitié, donc ça s'arrête ici. Pendant l'hiver et la première moitié de printemps. Suivi d'une stabilité dans la dite valeur, c'est-à-dire une stabilité relative à peu près, une stabilité dans la dite valeur qui est élevée par rapport à la valeur initiale. Donc je redis, durant 2009, augmentation progressive jusqu'à 50 nanogrammes par litre pendant l'hiver et la première moitié du printemps, suivi d'une stabilité dans la dite valeur pour les restants de l'année. Durant 2010, à partir de là. À partir de là à peu près. À partir de là. Pendant 2010, augmentation progressive plus importante. Remarquez que je peux mettre un plus importante parce que j'ai un élément de comparaison qui est automatiquement l'augmentation progressive qu'on a eue au début. Donc, augmentation progressive plus importante et qui culmine. C'est quoi culmine? C'est-à-dire le point le plus haut. Culmine. Culmine. Et qui culmine à peu près 300 nanogrammes par litre. Et cependant, la première partie de l'année, et à partir de la moitié du printemps, cette concentration diminue progressivement. Donc c'est une description assez simple. Ne vous aventurez pas à essayer d'utiliser des termes que vous ne connaissez pas. Maintenant, voilà, vous venez d'apprendre un nouveau terme qui culmine, c'est-à-dire c'est le sommet de 300 nanogrammes par litre. Deuxième élément, comparez le degré de la pollution des deux eaux des stations S1 et S2 durant la saison de 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ça maintenant c'est parti, c'est 2009, c'est fini. Focalisez-vous... 2010. Et comparez maintenant le degré de la station S1 et puis le degré de la station S2. Alors qu'est-ce que vous trouvez? Une allure qui est pratiquement pareille, sauf que la courbe en rouge, la station S1, là, elle atteint des qui
qui sont beaucoup plus élevés. Donc comment on va faire ça? Comparaison. Malgré que les deux stations présentent une évolution de la concentration du pesticide d'allure similaire, la station S1 affiche des valeurs nettement plus importantes, entre parenthèses, jusqu'à 6 fois la valeur. Celle-là, jusqu'à 3 fois la valeur. Celle-là, elle culmine, alors que l'autre, elle culmine à 300. Mais c'est une évolution qui est plus ou moins similaire. Augmentation progressive suivie d'une diminution progressive, sauf que de la station est beaucoup plus élevée. Maintenant, ce n'est que moitié. Puis, regardez, expliquez la différence enregistrée. Vous devez expliquer. Ceci s'explique par la localisation de la station, parce que, rappelez-vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas 1. Donc, ils ont dit en exploitant les documents 1 et 2. Donc, c'est ici que le document 1 va rentrer en jeu. Ceci s'explique par la localisation de la station S1, qui est adjacente à la zone agricole, à la station 1. Elle est adjacente à la zone agricole. Et en plus, vous avez Oued Messin, je pense, Oued Messin, qui va acheminer ces polluants. Donc, il va falloir trouver un moyen pour rédiger ceci. La rédaction devrait ressembler à quelque chose du genre. Ceci s'explique par la localisation de la station S1, qui est adjacente à la zone agricole. Ceci couplé aux fortes précipitations pendant cette année 2010 et donc l'utilisation excessive des pesticides. Donc, il y a deux choses. Première chose, c'est que la station S1 est proche de la région, de la zone agricole. Deuxième chose, c'est qu'il y a eu des précipitations importantes, il y a une activité agricole intense et une utilisation excessive des pesticides, ce qui fait que les échantillons prélevés au niveau de la station S1 vont être automatiquement des valeurs élevées que les autres, c'est-à-dire que les échantillons prélevés au niveau de la station sont éloignés. Voilà. Pour déterminer le degré, on va continuer. Pour déterminer le degré de contamination des êtres vivants de la baie d'Agadir par un type de pesticide, et le type de pesticide c'est l'endosulfan. Un suivi de sa concentration dans les tissus d'un mollusque appelé bivalve, Perna, qui se nourrit par filtration d'eau de mer durant l'été et l'automne de l'année 2010, a été réalisé dans la plage d'Anza. Le document présente les résultats obtenus. Alors je relis parce que ce n'est pas bien expliqué. Je n'ai pas compris. Pour déterminer le degré de contamination des êtres vivants. Les êtres vivants, l'eau. Donc là, les êtres vivants. Les êtres vivants de la baie d'Agadir par un type de pesticide, c'est les endosulfans. Un suivi de la concentration dans les tissus d'un mollusque bivalve, qui se nourrit par filtration des eaux de mer durant l'été et l'automne de l'année 2010, a été réalisé dans la plage d'Anza. Le document 3 présente les résultats obtenus. Je vois le document 3. Il y a le document 3. Il y a un document 3. Désolé de cette petite interruption, dû à un petit problème technique de ma part. J'ai oublié de vous mettre un document, donc je me suis arrêté pour le mettre rapidement et on continue. On continue donc après, qu'est-ce qu'il y a? Alors ils disent, pour déterminer le degré de contamination des êtres vivants de la baie d'Agadir par un type de pesticide, un suivi de sa concentration dans les tissus d'un mollusque bivalve qui se nourrit par filtration. Il se nourrit par filtration des eaux de mer. Durant l'été et l'automne de l'année 2010 a été réalisé dans la place d'Anza. Le document 3 présente les résultats obtenus. Donc le document 3, finalement, il est là. C'est un tableau qui représente les saisons, été ou l'automne. Et puis vous avez la concentration des pesticides dans les eaux de la plage
et vous avez la concentration de pesticides dans le tissu de mollusque. Alors remarquez que la concentration du pesticide dans le tissu est nettement plus du même pesticide dans l'eau. En vous basant sur le document 3, comparez la concentration du pesticide enregistré dans les eaux et celle enregistrée dans les tissus de mollusques bivalves durant l'été, durant l'été et durant l'automne 2010. Puis expliquer la différence observée. Donc la comparaison, elle doit être assez simple parce qu'il y a une comparaison plus une explication sur 0,75. Donc ne vous attardez pas trop sur ce genre de questions. La concentration de pesticides dans les eaux, la concentration de pesticides dans les tissus du mollusque bivalve est plus élevée que dans les eaux de la plage d'Anza, et ce pour les deux dates évaluées. Donc ici c'est beaucoup plus important que là, ici c'est beaucoup plus important que là. Ceci est dû à la bioaccumulation. Vous vous rappelez un petit peu de la bioaccumulation. Les mollusques se nourrissent par la filtration des eaux de mer contre par les pesticides, ce qui concentre les polluants dans leur tissu. Donc on parle dans le but de protéger les écosystèmes contre les effets néfastes des pesticides utilisés dans l'agriculture, des chercheurs ont suivi les effets de deux méthodes différentes de traitement contre une cochenille, un insecte, qui détruit les orangers. Donc maintenant, c'est la partie où ils vont proposer une solution. D'accord? Une solution pour faire pour préserver, protéger les écosystèmes contre les effets des pesticides. Bon. Ils ont mis en évidence deux premières techniques, c'est quoi? C'est l'utilisation du pesticide lui-même. C'est le pesticide DDT. Pardon, un insecticide. Première méthode consiste à utiliser un insecticide chimique, le DDT, pour traiter l'échantillon de rongeurs. La deuxième méthode consiste à libérer des insectes prédateurs de cette cochenille pour traiter un autre échantillon de rongeurs. Quoi? Ils ont pris un échantillon d'arbres d'oranger. D'accord? Et ils l'ont première partie traitée par le DDT, qui est un insecticide chimique. Et la deuxième partie de l'échantillon a subi la libération d'un insecte prédateur de la cochenille. Les résultats sont représentés dans le document 4. Donc le document 4, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nombre de cochenilles par arbre en fonction des années. Ça va? Le nombre de cochenilles on a par arbre en fonction des années. Et puis vous avez deux graphes. Un graphe en pointillé, c'est le traitement par DDT. Et un graphe solide comme ça, c'est le graphe de la lutte biologique. Document 4 et vos connaissances. Déterminer le traitement le plus efficace pendant la période 1 et pendant la période 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premier élément, focalisez-vous sur cette partie. Et on va s'intéresser à la deuxième partie. Dans la première partie, on a commencé, regardez, on a commencé à la même valeur qui est de 2000, 1400. 1400 cochenilles par arbre. Et on a fini à peu près à la même valeur qui est de 20 cochenilles par arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux techniques ont permis une diminution du nombre de cochenilles par arbre. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que par rapport à quoi? Par rapport à la vitesse. Regardez, là on est descendu à 20 rapidement. Ça nous a pris très peu de temps. Alors que là, ça nous a pris quand même, regardez, ça va nous prendre quand même un peu de temps pour arriver à diminuer le nombre de cochenilles. C'est-à-dire, pendant la première
pendant la première période, les deux techniques de lutte contre la cochenille paraissent efficaces. Que les deux provoquent une diminution du nombre de cochenilles de 1400 par arbre, avec un avantage de rapidité pour le traitement par DDT. Les deux ont été efficaces, mais la méthode chimique, elle a donné des résultats probants en peu de temps. Regardez. Ici, nous avons eu besoin de très peu de temps seulement pour obtenir les mêmes résultats. C'est bon? Donc ça, c'est la première période. Maintenant, on passe à la deuxième période. La deuxième période, les choses sont un petit peu différentes. Pourquoi? Parce que pendant la deuxième période, la technique chimique a permis malheureusement une augmentation de cette quantité. Hein? Malgré le traitement chimique, le nombre de cochenilles a continué à augmenter. Bon, c'est une allure générale vers l'augmentation. D'accord? On a commencé à peu près 20 et on est revenu 2400 encore une fois, que ça sert pratiquement pas à grand chose. Alors que la lutte biologique, regardez, elle a permis de garder des résultats pérennisés, pérennes, des résultats qui survivent. Regardez, on est quand même sur des valeurs encourageantes. Déterminer le traitement le plus efficace durant la période 1 et durant la période 2, justifiez votre réponse. Donc 3A, la réponse serait comme ce qui suit. Pendant la période 1, les deux techniques de lutte contre la cochenille paraissent efficaces, vu que les deux provoquent une diminution du nombre des cochenilles. 2400 par arbre à 20 par arbre, avec un avantage de rapidité pour le traitement par DDT. Or, pendant la deuxième période, la technique traitement par DDT permet le repeuplement des arbres par cette chenille, alors que la lutte biologique pérennise son effet positif contre cette peste. C'est bon? « 3B. Expliquez l'évolution du nombre de cochenilles dans le cas de traitement par DDT. » Alors, expliquez-moi, pendant la deuxième période, expliquez-moi pourquoi, malgré le traitement par DDT, le nombre de cochenilles a continué à augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut sûrement dire que ces cochenilles ont développé une résistance à ce produit chimique. Et ça arrive. Hein? Quand on traite chimiquement, des fois, l'insecte va développer une résistance. C'est pour ça qu'on vous dit, généralement, il ne faut pas prendre de médicaments, surtout les antibiotiques. Généralement, il ne faut pas prendre de médicaments si vous n'avez pas été, c'est-à-dire vu par un médecin, si le médicament en question n'a pas été prescrit par un médecin. Pourquoi? Parce que il y a des fois, vous allez prendre des médicaments de type antibiotique, par exemple. Si ce n'est pas le bon antibiotique, le germe la bactérie pourrait développer une résistance. Et après que vous soyez vu par le médecin, même le bon antibiotique ne va pas donner les résultats escomptés. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas de médicaments tant que vous n'avez pas été vu par un médecin spécialisé. Je ne suis pas en train de parler des antipyrétiques, les médicaments qui font baisser la température, ça c'est pas grave. Les médicaments antalgiques contre la douleur, à la limite, il ne faut pas en abuser, mais ce n'est pas grave non plus. Je suis en train de parler des médicaments un petit peu plus forts, les antibiotiques, etc. S'il vous plaît, pas de prise médicamenteuse, surtout pendant cette période. S'il vous plaît, la prise médicamenteuse aléatoire et anarchique pourrait vous exposer à des risques.
s'il vous plaît, pas de prise médicamenteuse. Voilà. Donc je reviens. Regardez, même avec le traitement par DDT, la cochenille continue à repeupler les arbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cochenille a peut-être développé une résistance au DDT. Donc, l'évolution du nombre de cochenilles dans le cas de traitement par DDT pendant la période 2. Alors, on a obtenu de bons résultats. Regardez, on a obtenu au début, on a obtenu de bons résultats. C'était des résultats qui étaient éphémères. Regardez. On a obtenu de bons résultats au début. Regardez. De bons résultats. Mais c'est des résultats qui n'étaient pas, c'est pas des résultats pérennisés. C'est des résultats éphémères. Éphémères. Un autre terme à ajouter à votre lexique. C'est-à-dire, ce n'est pas des résultats qui restent longtemps. Donc, B, l'éphémérité. L'éphémérité. Éphémérité. L'éphémérité du traitement par DDT peut être expliquée par le développement des cochenilles d'une résistance aux produits, ce qui les a rendus insensibles à cet insecticide. Aussi simple que ça. En vous basant sur les données précédentes et vos connaissances, déduisez la méthode adéquate au traitement des orangers et à la préservation des écosystèmes de la baie d'Agadir et justifiez votre réponse. Un point. Alors, la méthode adéquate au traitement des orangers contre les cochenilles et la lutte biologique. C'est-à-dire cette méthode-là, la méthode en vert. Cette méthode-là, la lutte biologique. Alors, la méthode biologique, la méthode adéquate au traitement des orangers contre la cochenille et la lutte biologique qui constitue à introduire un prédateur contrôlé, ce qui baisse la population proie et épargne l'écosystème des polluants et permet de préserver la salubrité. 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 Salubrité du milieu. Donc, nous arrivons à la fin de cette série, heureusement. Profiter un petit peu mais de m'adresser à vous plus tard pour une autre série éventuellement, ou peut-être bien pour la suite du cours. On va voir comment ça va évoluer. D'ici là, je vous souhaite bonne continuation. Restez chez vous et à plus tard.